Le discours sur la paix ne va pas de soi quand il y a un agresseur, un agressé. C'est un petit peu la manière dont la discussion s'est engagée dans ce grand débat, en écho à ce que nous disions tout à l'heure sur les chrétiens d'Orient, avec une journée spéciale, donc journée internationale dimanche prochain. C'est la Pâque orthodoxe aussi. Donc c'est l'occasion pour les latins et les orientaux de se rassembler et d'avoir un discours un peu commun. Et puis avec le pasteur Léonian, on parlait des Arméniens, les Arméniens victimes par excellence, mais qui voient leur situation, leur traitement médiatique tout à fait différent de la situation de Gaza, d'Israël. Finalement, on parle assez peu des Arméniens, et c'est aussi pour cela qu'ils sont sur notre antenne. Alors on va avec Jean-Louis Schlegel de la revue Esprit, avec le pasteur Léonian et avec Jean-Benoît Poul, qui est chercheur et qui enseigne à la Sorbonne. On va donc développer cette idée de... Vous avez exprimé une perplexité, Jean-Benoît. Vous avez bien un enseignement à la Sorbonne, c'est bien, je me suis pas trompé. Oui, bien sûr, non, Voilà. c'est tout à fait. Voilà, et donc on va un petit peu creuser cette idée de paix, en écho aussi à ce que disait Emmanuel Macron à l'instant sur l'envoi de troupes et puis la guerre qui se profile, ou la manière dont on se positionne par rapport à cette guerre en Ukraine. Jean-Louis Schlegel. Oui, ben précisément, par rapport à ce qu'on disait, M. Macron a quand même évolué, puisque maintenant il dit que vraiment aucune confiance n'est possible en Poutine, quoi, en M. Poutine. Enfin, que vraiment il fait absolument ce qu'il veut et n'importe quoi, et enfin, disons, totalement opposé à tout droit humain, droit de la guerre, etc., etc. Et alors, c'est un peu pour ça que je réagissais au tout dernier mot qu'on a dit juste avant de faire la pause pour les informations. C'est, disons, j'aime énormément le pape François, mais là-dessus, c'est vrai, j'ai un vrai dissensus avec lui, parce que je ne comprends pas qu'il ne reconnaisse pas qu'il y a un agresseur, et quand même un agresseur, pas n'importe lequel, en Ukraine, quoi. Voilà, c'est... Donc, je dis... c'est cette façon de presque d'égaliser les positions, et même d'inviter presque à se mettre à une même table, parce que se mettre à une table, c'est déjà démissionner en quelque sorte, c'est déjà reconnaître finalement que Poutine avait raison dans cette affaire-là, en tout cas. Gilbert Léonian, c'est votre avis? Écoutez, moi je suis très perturbé par ce que vous dites sur le fait qu'on met sur le même terrain l'agresseur et les agressés. On le voit pour l'Ukraine, on le voit pour l'Arménie. Seul M. Macron a osé dire que les Azéris sont les agresseurs, et d'ailleurs ça le coûte cher, parce qu'en ce moment ils sont en train de rapatrier l'ambassadrice de France, voilà. Mais il faut le courage, je crois que tant que... Donc il faut le courage de dire quoi? Qu'il y a un agresseur et un agressé? Exactement. Donc ça veut dire que le pape François, quand il ne dit pas cela, n'a pas le courage des autres? Je crois que c'est sa responsabilité, mais moi, je pense que comme il y a à la fois le pouvoir religieux et le pouvoir politique, parfois il ne faut pas que le pouvoir politique influence le pouvoir religieux. C'est pareil, le pape, je le respecte beaucoup comme vous, mais par rapport à l'Azerbaïdjan, c'est la Fondation Aliyev qui paye une partie de la rénovation des musées du Vatican. On ne peut pas faire les deux, c'est pas possible. Donc je pense que le pape, il a le souci de garder une certaine unité de l'Église catholique en général, mais à un moment donné, tant que l'agresseur n'est pas désigné, il va continuer à faire le mal qu'il fait. Donc à un moment donné, il faut arrêter ces gens-là, il faut les désigner. Vous parliez de l'Ukraine et de Monsieur Poutine qui est horrible, mais nous aussi on n'est pas clair. Imaginez que il y a le blocus, le gaz russe vient en Europe par l'Azerbaïdjan, et la présidente de l'Europe est allée en Azerbaïdjan pour dire que Monsieur Aliyev c'est quelqu'un de recommandable. Et l'Allemagne, entre autres, moins la France, mais l'Europe, on est dans l'hypocrisie. Comment voulez-vous, d'une part, sanctionner Poutine, dire qu'il faut qu'on lui fasse plus confiance, et en même temps, nous utilisons le gaz en gaz par l'Azerbaïdjan? Voilà, je crois qu'il faut arrêter l'hypocrisie à tous les niveaux, et même nous, chrétiens, à un moment donné, il faut avoir le courage de Jésus,
d'aller sur le parvis du temple et de mettre par terre tous ceux qui sont en train d'utiliser le religieux pour leurs intérêts financiers, politiques. Jean-Benoît Poul. Oui, en fait, je pense qu'on retrouve là un peu l'éternel débat entre ce que Max Weber appelait l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. En somme, voilà, est-ce qu'on agit de manière prophétique, quitte à ruer dans les brancards et parfois, pas toujours, mais parfois, à aggraver la situation de départ, ou est-ce qu'on a une éthique, je dirais, plus transactionnelle, de responsabilité, où ce qu'on cherche, c'est l'accord, le deal, etc. Vous évoquiez, je peux vous rejoindre, Monsieur Schlegel, le dissensus avec le pape François sur l'Ukraine. Moi, j'en ai un autre avec le Vatican sur la Chine, avec le fameux accord sino-Vatican, enfin, entre la Chine et le Saint-Siège, qui était censé améliorer la situation des catholiques chinois, puisque il reconnaissait une existence légale et officielle aux catholiques chinois, et il était censé réunifier les catholiques chinois divisés autour d'une sorte de double allégeance, si l'on veut, à la Chine et tout de même au Vatican. Mais pour l'Église catholique, ça a été un gigantesque marché de dupes, et parce qu'il était intervenu au moment même d'un durcissement inouï du régime de Xi Jinping. Quelque chose où Xi Jinping ne s'est pas du tout libéralisé comme on le pensait au tout début de son accession au pouvoir. Au contraire, il est revenu sous certains aspects aux pires heures du maoïsme, avec ces portraits qui sont affichés dans les églises, des cours d'endoctrinement, le remplacement en fait de l'éthique chrétienne par le marxisme-léninisme dans ce qu'il a de plus brutal et de plus aveugle. Donc ça a été, je pense, et ça a été dénoncé par des voix plus autorisées et plus au courant de la situation sur le terrain que moi. Y compris le cardinal Zen. Y compris, voilà, je pense au cardinal Zen, alors qu'il s'est fait de plus en plus critique. Et bon, là, c'est pas, je pense que le pape François a suivi aussi ce que lui indiquait la diplomatie vaticane. Mais voilà, où placer le curseur ? Parfois aussi, l'éthique de responsabilité, je ne suis pas contre, mais ça ne porte pas les fruits attendus. Et quand ça ne porte pas les fruits, quand on se rend compte qu'on a été roulé, il faut avoir le courage de quitter la table, je pense. Jean-Louis Schlegel. Oui, je partage tout ce qui a été dit. Enfin, alors, simplement, j'ajoute, mais ça a été dit déjà aussi, que pour Rome, pour le pape, souvent, il veut protéger des minorités catholiques dans des pays dont il désapprouve, évidemment, totalement, non seulement le régime, enfin, mais les pratiques d'un régime, etc. Alors ça, c'est vrai que c'est une affaire qui dure depuis très longtemps. Moi, je me souviens très bien du régime argentin, du régime des généraux, où, on le disait à l'époque, hein, que Jean-Paul II ne pouvait pas être en accord avec un tel régime, qui était un régime dictatorial et vraiment plus que ça, quoi, meurtrier avec les opposants, mais que il fallait, d'une certaine manière, il était un peu... Il avait un bandeau, enfin, disons, il ne pouvait pas parler parce qu'il y avait quand même le fait que l'Argentine, d'une certaine manière, c'est un pays catholique, et il y avait beaucoup de catholiques qui étaient finalement aussi pour les généraux, contre l'extrême gauche qui s'agitait dans le pays. Alors voilà, ça c'est des dilemmes diplomatiques. Enfin, je ne sais pas s'il faut dire diplomatiques, je peux les comprendre, mais c'est... Et dans le contexte de la guerre froide, Jean-Paul II... C'est dur à avaler quand on est à la limite dans un pays tranquille comme la France, je reconnais aussi. Il avait une raison d'agir dans ces pays-là au moment de la guerre froide pour éviter l'expansionnisme mais bien soviétique. bien entendu, il y a toutes sortes de composantes qui entrent en ligne de compte, oui. Si je puis rebondir, c'est amusant de penser que parmi le clergé argentin qui a dû faire des choix, il y avait un certain Jorge Mario Bergoglio, voilà, un certain père jésuite qui a dû lui-même naviguer très pragmatiquement. Qui a été accusé par des confrères d'avoir été peut-être un peu mou, quoi, ou je ne sais pas. Oui, d'après ce que j'ai lu, en tout cas, il ne s'est pas engagé dans la résistance ouverte, contrairement à d'autres jésuites. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il a protégé des gens persécutés par la dictature. Et ça, je pense, c'est l'attitude minimale à avoir, c'est l'assistance aux persécutés injustement. Le pape François qui va par ailleurs, j'essaie d'enchaîner un petit peu les sujets, on a encore un petit feuilleton européen sur les élections à traiter jusqu'à la fin de ce grand débat. Le pape François qui va participer à la session dédiée à l'intelligence artificielle du sommet des chefs d'État et de gouvernement du G7
Ça se tiendra en juin en Italie et Giorgia Meloni est tout à fait satisfaite de cette perspective. Je suis convaincu que la présence du Saint-Père apportera une contribution décisive à la définition d'un cadre régulateur. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement donc, se tiendra du 13 au 15 juin et c'est la première fois qu'un pape va participer aux travaux du G7. Gilbert Leunian, Jean-Benoît Poul, Jean-Louis Schlegel. Allez Gilbert, vous êtes inspiré sur le sujet? Pas tellement, si. Pas tellement. Mais l'IA, c'est quand même quelque chose... Non, déjà c'est une révolution. Déjà que le pape soit invité et qu'il soit présent, je crois qu'il sera la voix chrétienne dans ce monde qui est très basé sur l'argent, sur l'économie. Le prétexte, c'est qu'est-ce qu'il y a à dire, en fait, sur l'IA. Voilà. Moi, je crois qu'il va dire ce qu'il a dit, par exemple, au niveau de l'écologie, de mettre l'homme au cœur de la réflexion et mettre l'être humain au cœur de tout ce qui va être décidé. Je crois qu'on est dans une société qui a déshumanisé l'être humain. Je crois que les enjeux politiques, économiques et autres ont fait qu'on a oublié l'être humain. Je pense que le pape va remettre cette grande avancée que nous sommes en train de vivre, de l'intelligence artificielle, au service de l'homme et non pas l'inverse. Moi, je vois cet aspect très positif. Jean-Benoît Poul. Oui, alors si je puis embrayer une petite anecdote symptomatique en fait des dangers, à la fois des potentialités et des dérives de l'intelligence artificielle. J'ai vu il y a quelques jours que on avait créé le premier prêtre par intelligence artificielle, un avatar, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout. Et en fait, ce premier prêtre était aussi la première intelligence artificielle réduite à l'état laïque, renvoyée de l'état clérical, parce que elle s'était mise à confesser des gens sur Internet. Or, ce ne sont pas des vraies confessions. En fait, au départ, c'était une sorte d'assistant vocal qui répondait aux questions. Chatbot. C'était une sorte de chatbot, voilà, un peu plus évolué, qui répondait aux questions théologiques, doctrinales, mais de plus en plus existentielles aussi des gens. Et il y a des gens par Internet qui se sont mis à vouloir se confesser lui. Alors, ces créateurs étaient affolés. Et ils ont dit, le terme même de créateur est amusant, enfin, est singulier. Oui. Ils se sont dit, non, bah, en fait, une confession, déjà, c'est pas valide si c'est fait par distance. Ça, on le sait trop peu, mais c'est vrai. Et ensuite, surtout, ce n'est pas un vrai prêtre. Il n'y a personne au bout du fil. C'est pas un vrai prêtre. Donc, ils l'ont tout de suite, ils l'ont enlevé le col romain et il a été rebaptisé conseiller laïque en matière religieuse pour qu'il n'y ait pas d'influence. Donc voilà, c'est symptomatique, je trouve, de ces nouvelles frontières, de ces nouvelles questions. Mais l'idée n'est pas mauvaise, se confesser à un robot qui n'existe pas, franchement, ça permet de tout dire, là. C'est un peu dystopique. Enfin, on voit très bien, à la fois, c'est vrai, on dirait presque le sujet d'une scénette ou quelque chose, mais ça a quelque chose d'un peu dystopique. Par certains côtés, ça fait peur. Oui, ce qui est intéressant, c'est que ça a suscité des confessions. Oui, mais je crois avoir lu aussi qu'il donnait, puisqu'il était censé répondre à des questions ou des choses de ce genre-là, qu'il donnait des conseils complètement ridicules ou totalement à côté de la question, je sais pas, ou pas très catholiques, justement. Après, c'est la logique des algorithmes et de la probabilité du discours tenu. Destitué. Non, mais je crois que le pape François a déjà dit un petit peu qu'il ne fallait pas encore, avec l'intelligence artificielle, on déshumanisait encore un peu plus les décisions. Et alors, je crois qu'il donnait l'exemple, mettons, du chômage, du licenciement. Est-ce qu'on va décider de qui va être licencié à partir de production d'intelligence artificielle ou, d'une certaine manière, les décisions humaines sont prises à partir de ça, quoi. Et effectivement, enfin, on voit bien qu'il y a un danger très important là derrière. Si toutes sortes d'évaluations sont faites par l'intelligence artificielle, on peut encore attendre longtemps qu'elle soit juste. C'est une manière de se déresponsabiliser aussi. Il n'y a personne pour répondre finalement au désarroi de ceux qui subissent ça. Allez, on va revenir à la politique et peut-être à des éléments peut-être plus terre-à-terre que les considérations que nous partageons jusqu'à présent. On essaie de se poser la question jusqu'aux européennes. Quelle Europe voulons-nous? Ça, c'est la question qu'on va se poser dans un instant. J'espère que vous allez être suffisamment synthétique pour nous donner des éléments de compréhension. Je voulais aborder avant le fait que le journaliste politique de France Info avait été licencié par Radio France qui lui reproche d'avoir envisagé une collaboration avec le président du RN, Jordan Bardella, dont vous avez peut-être suivi aussi le débat hier avec son opposant Véronique Hayé, qui a donc a débattu hier à la télévision, lançant un petit peu cette campagne des européennes. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Est-ce qu'aujourd'hui,
ça dit quelque chose de la tension qui règne dans les milieux médiatiques face à la montée, ou la présumée montée du Rassemblement national. Jean-Louis Schlegel, Jean-Benoît Poul, Gilbert Léonnian. Jean-Louis ? Oui, c'est probablement lié quand même à la montée du Front National, et puis au fond parce que on voit même, on croit voir maintenant qu'il se dessine pour lui des victoires très proches, là, aux européennes, et puis peut-être même en 2027, et peut-être même au municipal en 2026. Moi, je dois dire très, très sincèrement, j'écoutais ce journaliste, puisque j'écoute France Info. Je reconnais que je n'avais pas remarqué qu'il ait des prises de position particulièrement inspirées par le Front National, ou disons le soutenant quelque part ce parti. J'ai été très surpris donc qu'il ait donné des conseils, paraît-il, à M. Bardella pour sa biographie. C'est tout ce que je peux dire. Je dis simplement, je ne savais pas qu'un journaliste de la radio publique, qu'ils avaient des interdictions de ce genre-là, qui n'avaient pas le droit de conseiller un politique pour un livre qu'il faisait. J'aurais cru que ça relevait plutôt d'une collaboration privée, pourvu que lui garde sa déontologie dans l'information qu'il donne. Enfin, à partir du moment où ça ne se sent pas à l'antenne. Exactement. Jean-Benoît Poul. Je crois, on m'a dit hier que ce qui pose problème en l'espèce, c'est qu'il a manqué son obligation idéologique de déclarer, en fait, oui, de ça, déclaration. C'est ça. Et en l'occurrence, voilà, bon, une sanction sur le principe ne me semble pas justifiée. Après, elle est peut-être disproportionnée. C'est-à-dire qu'il y a aussi peut-être l'effet que ce soit justement un homme du Rassemblement national et pas d'un autre parti qui a pu choquer un peu cette idée de... oui, ce qu'on entend, ça aurait été quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il aurait suivi la même sanction ? C'est-à-dire que on sait bien que dans le milieu journalistique, il y a quand même il y a des opinions, on va dire, plus autorisées. Enfin, tout était informel. Hein. Il n'y a pas de grandes chartes ou de règles affichées à l'entrée, mais il y a des opinions qui passent mieux que d'autres. Là, bon, il a été sans doute imprudent. Enfin, mais en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait une infiltration du Rassemblement national à France Info. Hein. Il faut raison garder, sinon ça se saurait. Gilbert Léonnian. Aujourd'hui, le Rassemblement national fait peur. Il fait peur à une partie de la frange des électeurs de France. Je crois qu'il faut qu'on se questionne. Pourquoi est-ce que ce mouvement fait peur aujourd'hui, alors qu'il est en train d'être le premier aux élections européennes, et le lien entre la démission qu'on demande de ce journaliste et ce qu'il aurait fait pour conseiller Bardella, pour moi, c'est disproportionné. Moi, j'apprécie beaucoup aussi ce journaliste. Je le trouve très intègre, je le trouve très ouvert, je le trouve très dynamique. Honnêtement, je trouve que la sanction est trop dure. Alors, on va traiter notre question donc sur les européennes. Ça s'inscrit quand même dans ce contexte-là. Vous avez vu que donc Jordan Bardella et Valérie Hayer ont débattu hier de l'Ukraine, de la sécurité, de l'immigration. Les choses semblent lancées, même si, semble-t-il, cette élection peine un petit peu quand même à mobiliser. Et même si donc les sondages placent le RN en tête des intentions de vote, on verra ce qu'il en est le 9 juin. En tout cas, on va essayer sur notre antenne d'aborder successivement les grandes questions qui se posent à l'Europe. Je voulais simplement savoir avec vous ce matin, autour de cette question, quelle Europe voulons-nous, qui est toujours la même question qu'on se pose finalement depuis 40-50 ans, j'ai l'impression. Comment vous actualisez ce questionnement-là et qu'est-ce qu'on peut attendre de ces élections du 9 juin, Jean-Louis Schlegel? Franchement, je suis assez embêté pour répondre. Déjà, est-ce que vous aurez voté? Oui, moi j'irai. Je vote systématiquement à toutes les élections. Ça, c'est vraiment... Alors là, pour le coup, c'est un principe. Je vais toujours dans le bureau de vote, toutes les élections. Alors, moi, je suis plutôt un Européen heureux. Hein, parce que, tout simplement, bon, je suis un peu de double nationalité, française et allemande, déjà. Donc, évidemment, au cœur de l'Europe politique, si on veut aussi, économique. Mais je vois bien, évidemment, tout ce qui ne va pas aussi. Il y a toute la bureaucratie, on en parle beaucoup en ce moment. Alors, les paysans se plaignent, mais tout le monde se plaint. La France aussi, tous les pays, chaque pays est devenu bureaucratique pour lui-même, déjà, je trouve. C'est effrayant. Alors, pourquoi on est là, je n'en sais rien.
j'ai vu récemment la montée des sigles pour désigner une multitude d'institutions de monde, on ne sait plus ce qu'ils signifient. Bon, alors, je sais pas, moi je trouve, je vois surtout les avantages de l'Europe, et surtout, alors là on revient un tout petit peu quand même à la guerre en Ukraine. Je trouve la guerre en Ukraine, par certains côtés, a redonné du sens à l'Europe, parce que peut-être même un sens dans le sens d'une Europe de la défense, d'une Europe armée, c'est vrai, c'est peut-être dur à avaler, alors qu'on a toujours dit que l'Europe avait été créée précisément pour la paix, et que d'une certaine manière, c'était la preuve que c'était possible, après des conflits absolument énormes, de faire la paix. Et bien voilà, qu'elle est confrontée à la réalité historique, à la violence historique, on pourrait dire, face aussi à la montée de blocs énormes devant lesquels chaque nation européenne serait extrêmement faible si elle parlait pour elle-même, si elle vivait pour elle-même. Donc, personnellement, je trouve que... mais je suis un peu gêné parce que je reconnais que je n'ai pas de gros problèmes avec l'Europe. Rempart au chaos. Rempart au chaos. Voilà. Je trouve qu'elle a du sens. Je trouve qu'elle a bien rempli sa mission depuis 60 ans, qu'elle existe finalement, depuis l'après-guerre. Mais effectivement, je vois bien à quel point elle est désertée. À l'aise. Par contre, il y a quand même un problème. J'ai l'impression que quelque part, les institutions, avec les élections, quelque chose ne colle pas, quoi. Enfin, depuis toujours, puisque ces élections qui sont en principe européennes, en fait, ce sont des élections extraordinairement nationales, voire nationalistes. Alors, il y a quand même quelque chose qui ne colle pas. On en parlera d'ailleurs lundi prochain avec Corinne Deloy, qui a fait une enquête sur toutes les élections nationales dans l'Union européenne, qui est chercheur à Sciences Po et qui analysera justement tout ça et ce lien entre élections européennes et élections nationales, qui est très fort. Jean-Benoît Poul. Oui, moi je suis évidemment pour participer aux élections européennes. C'est le projet européen est, selon moi, d'autant plus louable qu'il était à la base profondément chrétien aussi. Je ne rappelle pas, les pères fondateurs, tous des gens de la démocratie chrétienne. Il y a quelque chose de très... et qui s'adosse en plus à la conscience d'une civilisation commune et à un certain projet civilisationnel, avec toutes les nuances qui s'imposent, mais quand même l'idée de quelque chose profondément informé par l'esprit judéo-chrétien, même si le christianisme ne se borne pas à l'Europe, et l'Europe inclut aussi des parties, a pu inclure des parties non chrétiennes, mais il y a quand même l'idée d'une convergence commune. Or, je pense une partie de ce qui dissonne aujourd'hui, c'est d'une part la distance entre les institutions que ce projet a produites et la réalité de ce que vivent les peuples, une vie dure, etc., l'inflation. Et il y a souvent un adjectif qui revient dans le monde médiatique, que c'est hors-sol, comme quelque chose qui vient du monde de l'élevage, mais c'est hors-sol. Et ce hors-sol, on le voit tout de même dans certaines décisions de la Commission européenne. Je pense sur les billets, l'euro, ça fait assez longtemps, mais il n'y a aucun monument européen, il n'y a que des monuments imaginaires. Alors, ils sont beaux, ce sont des gestes d'architectes, mais ce sont des gestes abstraits. Fabriqués par l'IA, aucun monument peut-être. Réel. Oui, c'était avant, mais ouais, il y a quelque chose de ça. C'est l'esprit un peu. Alors, pourtant, des monuments, l'Europe n'en manque pas. L'Europe, mais voilà, par crainte de choisir, d'avantager, j'en sais rien, le Luxembourg par rapport aux Pays-Bas, on ne choisit rien. Et ça, je trouve très dommage. Et c'est exactement la même chose, ça avait fait polémique, mais à juste titre, en France. Il y a eu un agenda lancé par la Commission européenne, si vous voulez, un calendrier. Il y avait toutes les fêtes juives, les fêtes musulmanes, bien sûr, les fêtes hindouistes, toutes les fêtes de toute religion, sauf les fêtes chrétiennes, parce que il y a comme une peur au niveau des institutions tout simplement d'affirmer son identité. Or, il est tout de même paradoxal que on est le seul continent en fait à ne pas faire ça. Alors j'entends bien que dans l'identité il y a aussi une part d'ouverture aux autres cultures, mais tout est une question de dosage. Et il y a un moment, on ne va pas refaire le débat sur les racines. Les racines chrétiennes de l'Europe. De toute façon, ce qui m'intéresse, c'est pas les racines, c'est la sève. C'est la sève. Et ça, c'est le vrai problème. Mais il y a quelque chose dans l'Europe qui se renie. Allez, Gilbert Léonien, vous avez 30 secondes. Hein. Oui, donc moi aussi, je regrette beaucoup qu'on n'a pas mis la mention des racines judéo-chrétiennes de l'Europe. Ça me gêne beaucoup, parce qu'en fait, c'est des chrétiens qui ont porté l'Europe. Vous ne le savez pas, je suis président de la Fédération des Églises évangéliques arméniennes d'Europe. Et je suis très pro-européen. Erasmus
un exemple. Voilà, je crois qu'il faut qu'on continue à cultiver une Europe, j'allais dire, fraternelle, une Europe où les pays qui entrent ne viennent pas que par intérêt. Parce que certains des derniers pays qui sont entrés viennent par intérêt. Donc moi, je suis pour l'Europe et j'espère qu'on va travailler à une Europe beaucoup plus fraternelle et beaucoup plus solidaire. Merci beaucoup à tous les trois, Gilbert Léognan, Jean-Benoît Poul et Jean-Louis Schlegel. Gilbert Léognan, pasteur de l'Église évangélique arménienne, Jean-Benoît Poul, chercheur, agrégé d'histoire, Jean-Louis Schlegel, philosophe, sociologue des religions, de la revue Esprit en particulier. Merci beaucoup à tous les trois et je vous souhaite une excellente journée.